Bonjour Lucie, bonjour Estelle, merci de nous rejoindre. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et merci, tout pareil. Voilà, donc nous allons, comme d'habitude dans cette émission, pour ceux qui la connaissent, on va beaucoup aborder votre rapport à l'écriture et votre rapport à la conception de vos histoires. Et un peu votre chemin de lecteur, de lectrice, et qu'est-ce qui vous a en fait basculer du moment où vous lisiez au moment où vous avez écrit. Voilà, c'est un peu la tradition de l'émission et comment on structure un peu vos venues et vos interventions. Alors, donc, on va vous présenter. Donc, Lucie, tu es la plus arrivée la plus vite, la plus jeune dans le métier entre Estelle et toi. Tu as écrit la trilogie Les Mystères de Larry Spem. Oui. C'est ça. Tu as écrit un autre roman. Oui, un autre roman qui, lui, ne se situe pas dans les genres de l'imaginaire. On est plus sur de l'ado, de l'amitié, etc. C'est ça. En fait, Larry Spem, on peut dire que c'est une uchronie steampunk. Oui, c'est ça. Qui voit l'évolution de la Commune de Paris si elle avait été menée à terme dans un univers steampunk. Oui, la commune, au lieu de se faire écraser dans le sang, a triomphé. Et du coup, Paris est devenue une cité-État indépendante, enclavée au milieu de la France. Qui s'appelle Larry Spem. Et on expliquera pourquoi lorsqu'on reviendra un peu dans les détails et de ton rapport à la création artistique. Estelle, bonjour. Bonjour, donc comme il a été établi, je suis la vieille de cette émission. Non, pas la vieille. C'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, non, pas la vieille, je ne me permettrai pas. Non, on va dire expérimentée. Voilà. Toi, tu as écrit un peu plus que 4 romans. Oui. Tu en as sorti 2 cette année. L'Arpenteuse de rêve chez Rajo, avec une magnifique couverture d'Etchegoyen. Oui. Elle est magnifique, avec des petites dorures dessus. Et Ouijigo chez Albin Michel Imaginaire. Et aussi très récemment, Hollywood Monster chez Gulfstream. Ok, Hollywood Monster. Ça, je l'ai pas. Voilà. Non, mais c'est tout récent, hein, donc t'as pas eu le temps de l'avoir. C'est ça. Donc toi, tu as fait de la jeunesse. On peut dire que c'est la jeunesse arpenteuse de rêve. Complètement. Voilà. Et de l'épouvante hardcore avec Ouijigo. J'aime beaucoup cette définition. Voilà, c'est un survival horror. Ceux qui ont assisté à l'émission spéciale Halloween se rappellent de ma recommandation de lire Ouijigo pour Halloween, qui était un peu le petit roman, pas par la qualité, mais par le volume, très intense et qui correspondait bien à une bonne lecture d'une soirée, parce qu'on rentre dans l'histoire et on ne peut pas la lâcher. Il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Et voilà, bon, on reviendra un peu plus tard. Je t'en prie. Du coup, Lucie, tu as commencé par une trilogie. Oui. C'est ça, par Larry Spem. J'ai même pas fait exprès. Non, tu n'as pas fait exprès, mais avant de commencer cette trilogie, tu étais lectrice. Oui. Probablement. Ouais, oui. Voilà. Comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup d'entre nous. Et comment s'est fait le déclic ? À quel moment tu t'es dit moi j'aime lire, voilà, et là tu as eu un déclic qui t'est dit bon, maintenant j'ai cette histoire, il faut que je la raconte, ou est-ce que tu t'es dit j'ai envie d'écrire et tu as cherché ton histoire ? Alors je me souviens plus parce que c'est quelque chose de relativement ancien qui a dû arriver quand j'étais enfant. On habitait à la campagne et donc j'avais une sœur un peu plus petite que moi et on s'ennuyait quand même pas mal puisque on n'avait pas la télé, mon père était contre, donc déjà voilà. Ensuite c'était à la campagne et donc pour s'occuper on lisait beaucoup et au bout d'un moment, je ne saurais pas dire lequel, on s'est mis à écrire aussi des histoires, à dessiner des cartes de fantaisie, des créatures imaginaires, etc. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Les histoires sont devenues de plus en plus longues, de plus en plus développées, et ça n'a jamais arrêté. D'accord, donc toi t'es plus dans le côté sœurs Brontë en fait. Petit peu, oui. Qui ont créé leur univers enfant et puis après l'ont développé et ont fait leur roman plus tard. C'est ça, je pense qu'aussi le côté créatif a aidé puisque comme je suis créative dans pas mal de domaines finalement, et à partir du moment où j'aime bien quelque chose, j'ai tendance à vouloir le faire moi-même. Ça marche aussi avec les fringues, j'aime les fringues, donc je fais de la couture. Voilà, j'ai eu une période où je vendais mes illustrations sur internet. Voilà, donc du coup je pense que ça participe de ce côté créatif vraiment, où j'aime les histoires, donc j'en fais. Et pourquoi Larry Spem en particulier, pourquoi c'est celle-là qui t'a permis en fait tu t'es dit celle-là je peux la proposer et la proposer au monde en fait. Est-ce qu'elle a quelque chose de différent par rapport à ce que tu avais écrit ou ce que tu avais créé auparavant ?
Alors non, je ne sais pas. C'était pas ma première tentative d'être publiée. Et en fait, l'Arispem a été édité dans un contexte un peu particulier puisque c'était à l'occasion du concours du premier roman jeunesse de Gallimard. Il y avait déjà eu une première édition 2 ans auparavant à laquelle j'avais participé avec un texte complètement différent. Et donc j'avais eu un retour de Gallimard sur mon texte, donc j'étais contente évidemment. Et quand j'ai vu qu'il y avait une 2e édition de ce concours, je me suis dit il faut que je leur dise que je suis toujours là et je voulais absolument participer, donc j'ai pris une idée au vol et puis je l'ai développée très très vite et sans trop réfléchir finalement, et apparemment ne pas trop réfléchir parfois ça paye et cette fois-ci ça a marché. D'accord. Tu confirmes, Estelle, des fois ne pas réfléchir ça paye dans l'écriture? En tout cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs de mes romans où je me suis lancée un peu, pas la fleur au fusil, mais en me disant ok, celui-là je le fais, je l'écris. Et sans me demander est-ce que c'est le bon roman, est-ce que c'est vraiment celui-là qu'il faut écrire à côté carrière ou tout ça. Mais juste parce qu'il y avait l'envie qui était là, parce que tout à coup il y a une rencontre qui déclenche une envie d'écrire. Alors après, quand même, il mature beaucoup dans ma tête avant vraiment que je me mette à écrire, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu... Par moment, il y a juste des livres, ils s'écrivent et puis on voit ce que ça donne, quoi. Et du coup, toi, tu as, comme tu nous disais off tout à l'heure, tu as été comédienne avant. Et la bascule, elle s'est fait comment, en fait, entre le moment où tu as littéralement incarné les histoires des autres et tu t'es mis à raconter les tiennes plus tard. Et la bascule, elle s'est fait à quel moment et comment? En fait, j'ai toujours raconté des histoires. Alors, moi, j'ai pas de sœur, mais j'ai un petit frère et c'est pour lui que je racontais des histoires, beaucoup. Point commun aussi, on a été élevés sans télé. Donc voilà, faites attention, hein, si vous interdisez la télé à vos enfants, ils peuvent devenir auteurs plus tard. C'est risqué. On devrait marquer ça sur les stickers. L'abstinence de télévision conduit à devenir auteur. Faites attention, la pente glissante. Ça commence sans la télé, ça finit, on écrit des livres. Et c'est vrai aussi que donc, moi, je lisais beaucoup. Mon petit frère était moins lecteur, mais par contre, il adorait que je raconte des histoires. D'accord. Et au début, j'ai raconté les histoires que je connaissais, les contes et légendes, tout ça, mais très vite, je suis arrivée au bout. Et donc, j'ai commencé à en inventer. Et j'ai toujours eu des histoires qui me tournent dans la tête, en fait, mais je savais pas trop quoi faire avec. Et faire du théâtre, c'était un peu ce qui correspondait beaucoup à ma personnalité, j'ai l'impression, parce que j'aime bien travailler en équipe, j'aime beaucoup parler, voir des gens, tout ça. Donc j'ai commencé par le théâtre. Au début, j'étais comédienne, mais très vite, je me suis mis à écrire des petites pièces, à être chef de troupe. J'ai fait une école de scénario. Et à la fin de cette école, j'ai écrit une nouvelle qui était la 2e nouvelle de toute ma vie. Et je l'ai envoyée un appel à texte. Elle a été prise dans une entour où il y avait tous les grands noms de l'époque et 2 inconnus, dont moi. D'accord. Et il y a un directeur de collection qui est tombé dessus et c'est lui qui m'a fait écrire mon premier roman. Ah oui, sacré parcours. C'est vraiment... la foudre est tombée d'un coup et puis ça s'est enchaîné, quoi. Disons, j'ai l'impression qu'en fait, les histoires ou l'écriture, c'était toujours là. Enfin, voilà, je suis une énorme lectrice, mais que j'osais pas franchir le pas. Et quelque part, peut-être, je me sentais pas légitime parce que mes parents, c'était très gros lecteurs, mais ils sont profs de physique, quoi. Il y a personne qui écrit des romans dans ma famille, à part moi, en fait. Donc, le fait qu'il y ait un directeur de collection qui, quelque part, me dise « vas-y, écris un roman », ça m'a légitimée. Et ça m'a donné cette impulsion-là. Et maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et pour lequel je me bats autant que je peux, c'est que tous ceux qui ont envie d'écrire, ils peuvent essayer. Ça ne veut pas dire que tout le monde va en vivre très loin de là. Ça ne veut même pas dire que tout le monde va être publié, mais l'écriture, ça appartient à tout le monde, par contre. Ça, je crois qu'il n'y a que 1% des auteurs qui arrivent à vivre de leur plume. Et dans ce 1%, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à en vivre bien et correctement. Ouais, et c'est vraiment... moi, c'est vrai que maintenant, c'est mon seul métier, mais je vois l'énorme part de chance, de rencontres qu'il y a dans dans cet accomplissement-là, quoi. D'accord. Vous avez parlé du fait que vous étiez des grandes lectrices quand vous étiez enfant. Et donc ce goût de la lecture vous vient de l'absence de télévision, mais il vient aussi, je pense, des bonnes rencontres, des bons livres au bon moment. Est-ce que vous vous rappelez de ces romans ou de ces bandes dessinées, puisque quand on a eu Morgane et nous a dit que l'élément déclencheur, ça avait été Yakari. Et vous, est-ce que vous vous rappelez de ces romans qui vous ont donné vraiment le goût de la lecture ou des romans qui vous ont marqué quand vous étiez enfant? Lucie? Je me rappelle de chez ma grand-mère, il y avait toute la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Et j'adorais la série des Alice, notamment. Je pense que je les ai pratiquement tous dévorés. Et puis après, j'avais aussi une édition abrégée de l'Iliade et l'Odyssée qui me fascinait. Un grand classique. Je pense qu'à un moment, ça a été dans les bibliothèques de tous les enfants d'une certaine génération. Je pense, oui, mais je sais que je l'ai lu et relu. En fait, je lisais tout ce que je pouvais lire. Même
tout et n'importe quoi, l'arrière des boîtes de céréales, la composition des shampoings. Et donc, du coup, je voyais aucun scrupule à piocher dans la bibliothèque de mes parents, pour aller lire des trucs que je comprenais pas forcément toujours. Donc tes parents étaient des lecteurs aussi, des gros lecteurs. Mes parents étaient d'assez gros lecteurs, surtout ma mère pour le coup. Et voilà. Alors après, il y a eu des livres qui m'ont beaucoup marqué, mais que je vais être incapable de citer maintenant, bien sûr. Oui, L'esprit d'escalier me frappera dans 5 minutes, là, plus tard. Mais voilà, enfin, il y avait les Tintins, par exemple, aussi. Donc, vraiment beaucoup de... C'était très diversifié, en fait. Ouais, j'avoue que la couverture de L'île Noire de Tintin m'a généré beaucoup de fantasmes et d'envie. Le livre n'a jamais été à la hauteur de la couverture. C'est le problème quand on fantasme sur quelque chose pendant très long et puis qu'on le lit après. Et toi, Estelle ? Alors moi aussi, beaucoup de choses très variées. Donc les bibliothèques de mes parents, ma mère est une grosse fan de SF et de littérature de tous les côtés du monde. Donc et les couvertures, ça a beaucoup compté à une époque. Moi, je me souviens de la couverture très old school de Cristal qui songe dans la très vieille édition poche. Bien, avec le Joker qui a les gros yeux en cristaux. Elle m'a complètement fascinée, donc forcément j'ai lu ce livre. Bon, après j'ai lu aussi Le Monde des Nonas. J'ai rien compris à l'époque parce que j'ai lu trop tôt et donc ça m'a fascinée parce que j'avais rien compris. J'ai eu le même problème. Je me suis trouvé dans une bibliothèque de la familiale et l'avoir lu, n'avoir absolument rien pané au truc. Voilà, et après, je l'ai relu. Ouais. Et en fait, quand j'ai compris, ça a perdu un peu de sa magie. Je suis désolée pour Van Vogt. Mais c'était mieux quand je comprenais pas tout. Mon père, c'est un gros lecteur d'historique et de polar historique. Donc, il m'a fait lire Le Nom de la Rose quand j'étais un peu trop jeune et c'était très cool. Les longs passages en latin. Et puis, dans les BD aussi, mon goût pour l'histoire, je pense qu'il vient de la série Alix. Effectivement, de Jacques Martin. Ouais, voilà. Pas le présentateur, un homonyme, Jacques Martin. Alors, mon goût pour l'histoire et pour faire souffrir les personnages masculins aussi, parce qu'ils en prennent vraiment plein la figure dans Alix. Oui, c'est gênant presque. Ça a une mauvaise influence sur moi, cette série. Je supporte pas le prince d'Égypte, pardon, mais alors, j'ai eu un gros copain d'Alix là qui passe son temps à se faire sauver, c'est une fatigue. Et c'est... Moi, justement, toutes les aventures égyptiennes d'Alix, en plus, il y avait ce côté, tu vois, c'était en Égypte, c'était loin et tout, c'était cool. C'était plus... moi, ça me satisfaisait plus que Papyrus, aussi, qui était égyptien. Papyrus, c'était sympa aussi. C'était sympa, Papyrus, mais c'était très fantasy. Et quand on veut de l'historicité... Oui, c'était plus enfantin aussi. Voilà, c'était beaucoup plus enfantin, Papyrus. Je suis plus Team Alix que Papyrus aussi. Oui. Je me rappelais plus de Papyrus, je suis contente que tu m'aies rappelé l'existence de ce personnage. Ah, ça rappelle des vieux souvenirs, là. Je travaille dans une école primaire, j'ai littéralement des bibliothèques tous les jours sous les yeux avec l'intégrale de Papyrus. Et mine de rien, évidemment, donc aussi beaucoup de livres de mythologie, de contes et légendes, la grosse collection des contes et légendes Grunt. Je pense que ça rappellera des souvenirs des gens. Voilà. Les Grunt, oui. Et si je peux juste citer un dernier nom. Autant que tu veux. Mine de rien, dans la bibliothèque de ma mère quand elle était ado, j'ai aussi pillé des trucs. Et notamment, il y a une autrice qui est plus trop connue aujourd'hui, mais qui faisait de la littérature ado et qui était très très connue à son époque, qui est Saint-Marcoux. J'avoue pas en avoir pas entendu parler. Et c'était vraiment pas mal. Et notamment, il y avait des héroïnes qui déjà se défendaient, étaient assez indépendantes, vivaient leur propre vie. Ça se passait dans plusieurs pays d'Europe surtout. Et il y avait déjà quelque chose qui était vraiment pas mal pour l'époque et même qui était vraiment pas mal en soi et qui me faisait pas mal rêver. Et c'était de la très bonne littérature ado. Et ça m'a pas mal marqué. Et il y avait aussi plusieurs catégories sociales, c'est-à-dire ça se passait souvent dans des milieux pas forcément privilégiés, voire parfois des héroïnes qui devaient vraiment lutter pour s'en sortir. Et ça, c'était très cool. D'accord. Ok, ça fait plaisir à entendre ce genre de souvenirs. On sent que on sent un certain enthousiasme. Du coup. Donc là, on a fait un peu les origin story de votre goût. Maintenant, on va rentrer un peu dans le détail précisément de vos derniers livres. Lucie, on a teasé un peu l'origine, qu'il y avait une origine autour du nouveau nom de Paris. Qui est, alors, vite fait, ça vient en fait de l'argot des bouchers qui s'appelle le louchébem. Donc tu expliques, il y a une petite notice à la fin du livre qui explique un peu comment on construit le louchébem. Car ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Non, ce n'est pas toi qui l'as inventé. Effectivement, il existe un vrai argot de boucher. Moi, j'étais très surpris. Et c'est un des trucs qui m'a accroché sur l'Arispem, c'était ce mélange entre la boucherie, le steampunk et du chrony. J'avoue, c'était un peu improbable. Voilà. Donc, du coup,
quel moment ça s'est cristallisé ensemble et quel a été ton processus en fait pour lier les trois. Comment ça s'est fait? Alors tout part vraiment donc de l'argot des bouchers en fait. Donc mon mari était à l'époque boucher et on habitait pas très loin de Paris et un jour il est rentré du travail en me disant mais dis donc tu savais toi qu'il existait un argot des bouchers? Et je dis mais pas du tout, quoi, mais qu'est-ce, explique-moi. Et en fait son patron qui était un vieux de la vieille parlait de temps en temps louche et bème. Donc en fait le louche et bème ça repose sur une inversion de lettres. On prend la première lettre du mot, on la met à la fin, on la remplace par un L et on ajoute un petit suffixe qui est un peu selon l'humeur du jour, M, OC, J, voilà. Donc des mots comme loufoque en français, qui est le mot fou en fait, ont subi cette petite transformation pour devenir un autre mot. Voilà, donc loufoque qu'on utilise souvent est un mot en louche et bème en fait. D'accord. Voilà. Et donc je me suis dit c'est bien cool cette histoire. Imaginez que les bouchers à un moment c'est une profession pas spécialement glamour, c'est une profession que tout le monde connaît. Tout le monde croit connaître. Qu'on croit connaître. Et justement se dire qu'un jour ils avaient été assez puissants en tant que corporation pour avoir leur propre langage secret, d'un seul coup ça leur donnait une aura romanesque hyper intéressante. Et je me suis dit je voudrais bien mettre ça dans un livre, ça m'inspire, trop bien. Sauf que je suis pas historienne, que j'avais pas du tout envie de passer des heures à accumuler des connaissances pour faire un roman historique. Donc je me suis dit, bon, il me faut un autre cadre de référence. Et ça tombe bien, comme j'aime les littératures de l'imaginaire, je me suis dit, c'est simple, on va faire une petite uchronie de Derrière les fagots. Donc j'ai regardé, comme c'était un langage pas mal utilisé au 19e, début du 20e, il me fallait déjà cette période-là. Ensuite, c'est un argot parisien, enfin plutôt parisien, donc il me fallait Paris, facile. Après, j'ai regardé un petit peu quel événement pouvait coller avec la période temporelle. Coucou, voilà la commune. Parfait, comme ça se présente bien. Donc du coup, la commune gagne. On obtient un nouveau Paris qu'on baptise l'Arispem, donc justement sa version en argot des bouchers, puisque j'imagine dans l'histoire que les bouchers ont eu un impact significatif sur la victoire de la commune. Donc du coup, ils se sont autorisés pour rebaptiser Paris. Et puis, du coup, voilà, on avait tous les éléments. On avait le 19e, on avait une uchronie. Manquait plus qu'un petit peu de steampunk pour saupoudrer le tout. Ça s'y prêtait bien. On avait Jules Verne, on avait la bonne période, on avait le bon cadre urbain qui s'y prêtait aussi. Donc du coup, voilà. Donc tout s'est assemblé vraiment en partant de cet argot qui me plaisait et du constat que vraiment j'avais pas envie d'écrire un livre historique. Par contre, moi j'ai une question le grand méchant a un nom, Louis d'Ombreville, je crois, quelque chose comme ça. Louis d'Ombreville. D'Ombreville. Tu l'as inventé ou c'est un vrai nom et tu t'es dit c'est pas possible d'avoir un type qui porte un nom de méchant à ce point-là et tu l'as intéressé. Parce que moi c'était ma vraie interrogation. Est-ce que ce type a vraiment existé ou pas? Non, c'est un nom purement inventé, effectivement. Mais il est bien fait parce qu'il donne le doute. On ne sait pas si c'est une invention ou pas. Ça pourrait, ça arrive de croiser des gens qui ont des noms où on se dit mais non. Si, c'est pour ça que je te posais la question. Voilà. Et effectivement, non, là c'est pure invention. D'accord. Et alors, toi, donc cette année, tu as sorti Ouijigo et L'Arpenteuse de rêve. Et comment ces deux romans sont nés en fait? De quelle pulsion est né Ouijigo, qui est un roman, comme on l'a dit, sans concession, très âpre et qui se fait d'une traite. Enfin, il s'est cristallisé comment celui-là? En fait, il y a eu pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il y a déjà une période qui me fascine complètement. C'est le XVIIIe siècle. Mais grosso modo, j'aime les périodes où on voit changer le monde. Mais j'aime bien aussi parler de ce qui n'est pas forcément le plus connu. C'est-à-dire, par exemple, on connaît tous la Révolution française, moins ce qui a amené à la Révolution. Et ça, c'est absolument passionnant. J'aime tout ce qui est littérature de voyage, donc forcément, j'aime les océans aussi. Et les grands voyages du 18e, les gens qui allaient à l'autre bout du monde, ça me parle complètement, quoi. Enfin, ce qu'était pour eux l'autre bout du monde. Donc, placer un roman entre la Bretagne et Terre-Neuve, entre Paris et l'Acadie, donc qui est en train de devenir anglaise et tout ça. Voilà, ça, c'était des choses qui me parlaient
complètement, j'adore la documentation historique. Je me suis plongée dans plein de livres sur la pêche à la morue et ses implications géopolitiques au XVIIIe siècle. Ça se retrouve pas vraiment dans le roman, mais j'adore lire ça quand même. Moi, mais par contre, il y a des descriptions très précises des usines à morue, des endroits où ils allaient poser les poissons. Il y a une scène clé du film. Là, tu vois. Non, mais l'écriture est très cinématographique, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé à des films en lisant le livre. J'ai pensé notamment à Vorace. J'adore Vorace, c'est juste un de mes films cultes, quoi. Donc merci tellement, mais voilà. Ouais, il faut regarder Vorace d'Antonia Bird. C'est un chef-d'œuvre du western sous la neige, qui est un sous-genre du western. Ouais. Et effectivement, en lisant ton livre, j'étais tout le temps en train de visualiser les lieux et les personnages de Vorace. Donc voilà, regardez Vorace et lisez Ouijigo. C'est pas un film très connu, Ravenous en anglais, je crois. Ouais, et il n'est pas du tout assez connu par rapport à ce qu'il fait et tout. Et je pense qu'il était aussi pas mal en avance sur son époque. Oui. Et notamment, mine de rien, c'est un film qui parle de véganisme à une époque où, ça se faisait vraiment pas et on en parlait beaucoup moins. Et il était assez en avance sur son temps pour ça et pour beaucoup d'autres choses. Donc, c'était pas un hasard si j'ai pensé à ce film-là. C'est vraiment une de tes inspirations ? Enfin, c'est pas une inspiration directe, mais clairement, c'est. Mais il a infusé. Voilà, c'est un de mes films cultes, donc forcément, il est dans un coin de ma tête. Et donc, oui, j'aime tout ce qui est film d'horreur. Mais dans le film d'horreur, en fait, c'est pas juste on va mettre du gros gore et tout, c'est faire monter la tension, c'est faire monter l'angoisse. C'est aussi tout ce qui est décor naturel, j'adore. Bon, aussi, Ouijigo, c'était une bonne excuse pour aller traverser Terre-Neuve à la fin du printemps. Donc, ce que j'ai fait pour. Essayer d'avoir vraiment les sensations de l'époque, en fait, où il y a des flashbacks dans le Paris du XVIIIe siècle. Et donc, j'ai vraiment bossé avec du plan de Paris au XVIIIe siècle pour savoir quel magasin il y avait, à quel endroit, etc. Enfin, et les livres, c'est les meilleures machines à voyager dans le temps aussi, je trouve. Parce qu'on peut essayer de recréer de notre mieux, en sachant qu'on ne sera jamais parfait, mais les odeurs, les sensations, les visions du monde, et la manière dont les gens vivaient vraiment une époque. Donc voilà, ça j'adore. Et puis donc il y a toute ma passion pour le film de genre qui a complètement infusé dans Ouijigo. Et en plus, tu as utilisé une figure qui est très peu utilisée dans le film de genre, qui est la figure du Wendigo. Alors complètement par hasard, à peu près en même temps est sorti un film produit par Del Toro avec un Wendigo, mais bon, pas magique, le film, on va pas se mentir. Le Wendigo dedans est superbe, mais le reste du film est pas exceptionnel. Je crois que ça s'appelle Affamé ou quelque chose comme ça. Voilà. Et Les Arpenteuses de rêve, il est né comment, celui-là ? Parce qu'ils tu as dû les écrire à peu près en même temps, mais ils sont sortis. En fait, non, mais c'est par moments les hasards de l'édition font que des choses qu'on n'écrit pas en même temps sortent en même temps. Et L'Arpenteuse de rêve est née de deux choses. La première, c'est une anthologie qu'on avait fait pour ActuSF qui s'appelle Nos Futurs, où on a bossé avec des chercheurs qui travaillent sur le climat et donc qui forcément sont assez désespérés. Et notamment, donc, ils parlaient de comment, en fait, avec tous les dérèglements climatiques, il y avait la fonte du permafrost et des maladies anciennes qui risquaient de remonter à la surface. Et je voulais parler de ces enjeux-là qui sont évidemment tellement importants dans notre monde, mais en parler peut-être d'une manière qui fasse qu'on ne désespère pas au point d'arrêter de se battre. Et donc en parler au travers de la fantaisie, et notamment dans L'Arpenteuse de rêve, il y a ça en fait. Il y a des fantômes qui reviennent, qui sont les fantômes d'une forêt morte détruite par l'homme. Et qui remonte avec la pollution qui monte du fleuve, des ateliers au bord du fleuve. Et après, il y a ces rêves, toutes ces mythologies dont j'avais envie aussi de parler, qui sont un peu... qu'on rencontrait ça. Et vraiment, le roman, il a trouvé son identité, si on peut dire. Donc, quand il y a le deuxième confinement qui s'est pointé, qu'on pressentait un peu. Oui. Et le premier, je l'avais passé dans mon petit appartement de banlieue. Et donc j'écrivais beaucoup la nuit, et c'est là que j'ai terminé Ouijigo. Et en gros, je me disais, après des nuits d'écriture, mes personnages, non mais vous êtes dehors. Alors d'accord, ils sont en train de mourir de froid, de faim et d'autres choses. Mais voilà, mais au moins, eux, ils étaient dehors. En fait. Oui. Donc quelque part, ils avaient de la chance. Bon, bref. Et, mais en fait, les films d'horreur, c'est ça qui me remonte le moral aussi. Donc quelque part, écrire de l'horreur, ça m'a bien remonté le moral à cette période. C'est très catharsique. Ouais, complètement. Cathartique. Et puis arrive donc le spectre du deuxième confinement. Et là, je me dis, il faut que je parte. Et donc, je suis partie chez ma tante, une de mes tantes, qui habite dans le sud-ouest. Okay. Et surtout qui habite exactement, on traverse la rue, on est dans les collines, on est dans la forêt. Et on traverse une autre rue, on est au bord du fleuve. Elle est vraiment entre des collines et un fleuve. Oui. Près d'une cité médiévale. Et tout à coup, j'avais déjà le projet de l'Arpenteuse, j'avais déjà commencé à l'écrire pour Rajo et tout. Mais en fait, quand je me suis retrouvée dans ces collines, où j'ai aussi passé pas mal de temps quand j'étais môme,
quand je suis montée en haut de la colline, j'ai reconnecté avec quelque chose de très ancien que j'avais peut-être un peu perdu. Et il y avait, c'était l'automne, il y avait juste un temps extraordinaire, il y avait toutes ces lumières sur la colline en automne, ces lumières dorées du crépuscule qui commençaient à 18h de l'après-midi. Et tout à coup, c'est vraiment ça, la magie de la forêt que l'héroïne voit dans ses rêves, je l'ai retrouvée là en fait. J'ai trouvé dans ces collines. Et donc, en gros, j'ai dit le truc qui fait peur aux éditeurs, c'est-à-dire non, mais en fait, je vais écrire tout le livre. Oui, effectivement, ça fait peur. Oui, non, mais quelque part, c'était le confinement, donc tout ce que j'avais à faire, c'était écrire et aider ma tante au jardin, quoi. Et vraiment, j'ai complètement réécrit le livre. Mais il a infusé toute cette magie-là de la colline, de la cité médiévale, du fleuve, etc. Et ce rapport à la nature que j'ai vraiment retrouvé là. Et ça, c'est ce qui a achevé, en fait, de créer cet univers pour moi. D'accord. Donc, c'est un roman qui est né de la reconnexion, en fait, et c'est à la nature. Et c'est un roman qui voulait parler de nature. Oui, donc en plus, c'était hyper cohérent, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il y avait ce côté de parler de ces préoccupations écologiques qui sont tellement prégnantes aujourd'hui. Mais d'en parler, quelque part, je pense de plus en plus que si on veut pouvoir défendre ce monde, il faut l'aimer, il faut le faire aimer aux gens, et il faut faire aimer cette nature pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui voit à quel point c'est important de la défendre. Parce que finalement, on défend bien ce qu'on aime. Oui. Et donc, je voulais faire aimer ces forêts qui n'existent plus dans ce monde pour dire, mais voilà, défendons-les tant qu'elles sont encore là, tant qu'on peut encore avoir ça à défendre. D'accord. Donc, c'était d'autant plus bénéfique d'avoir reconnecté à ce moment-là parce que tu t'es souvenu de pourquoi tu voulais te battre, en fait. Voilà, c'est ça, c'est complètement savoir pourquoi on veut se battre et pourquoi donc Miri, l'héroïne, se bat. Et en gros, son parcours, sans beaucoup spoiler aussi, ça part de quelque chose dont on a beaucoup discuté avec les chercheurs autour de nos futurs, qui est que on nous parle beaucoup de l'écologie, des petits gestes au quotidien, et bien sûr, c'est important, mais qu'avant tout, il faut un changement beaucoup plus global de société, il faut des actions politiques globales pour arriver à changer le monde. Et c'est ce que va découvrir l'héroïne qui, au début, se bat juste pour sauver sa famille de cœur. Et déjà, c'est important. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Arpenteuse de rêve, elle est au niveau zéro de la société. Enfin, voilà, c'est des squatteurs. Elle-même elle fait partie d'une classe sociale qui n'est pas bien vue. Même si elle était riche et mûre, de toute façon, elle ne serait pas bien vue de par sa nature. Donc, et elle a fédéré autour d'elle que des orphelins, des sans-abri, et vraiment ce qu'on considère comme la lie d'une société. Ah, complètement. Et elle s'est vraiment recréée une famille de cœur, parce qu'elle n'a plus de famille en fait. Oui. Et la maison qu'ils ont réussi à squatter, c'est parce que c'est la maison où personne ne veut vivre, même dans les taudis en fait. C'est ça. Donc, mais au début, elle se dit, je vais me battre pour sauver ma famille. Et elle se rend compte qu'en fait, non, il faut vraiment changer le modèle de société, changer le modèle politique finalement, pour arriver à sauver sa ville en fait. Parce que si elle ne sauve pas sa ville, sa famille, elle ne pourra jamais la sauver. Et c'est donc du coup intéressant que tu parles de modèle de société, de changement de modèle de société, puisque c'est littéralement ce que tu mets en scène dans l'Arispem, puisque c'est une uchronie sur l'aboutissement de la commune de Paris. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu avais voulu mettre alors, on a compris que le premier, tu l'as écrit dans l'urgence et tu t'es pas laissé le temps de réfléchir, mais au final, maintenant, tu en as écrit deux autres de plus derrière. Et quel est le retour que tu as sur le discours qui t'a poussé, enfin, l'idéologie qui t'a poussé à mettre pourquoi la commune a réussi et au final, qu'est-ce qui en ressort de ce que tu veux dire? Parce que la littérature, c'est bien. Les messages, c'est pas forcément ceux qu'on laisse sur un répondeur. C'est la grande phrase de John Carpenter qui dit un message pour moi, c'est ce qu'on laisse sur un répondeur. C'est parce qu'on essaye de faire passer une histoire. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui infuse d'une idéologie ou d'un discours qu'on veut avoir. Et du coup, toi, c'était quoi que tu voulais mettre en avant? Quand j'ai écrit Les Mystères de l'Arispem, c'était lors des dernières présidentielles. Et en fait, j'écoutais la radio pour aller au travail le matin. Il n'y avait pas grand-chose qui captait à part la chaîne... la radio des infos. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai très longtemps pensé que la politique, ça m'intéressait pas et que vraiment, je voyais pas l'intérêt. Et là, en écoutant, finalement, en étant dedans...
ça me parlait cette histoire. Enfin, voilà, les questions de lutte de pouvoir, de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme société, parce que c'est ce qu'on est censé faire quand on fait de la politique, essayer de mettre en place quelque chose de mieux que ce qu'il y avait avant. Ok, mais quel mieux? Et donc là, à la RISPEM, c'est censé être un mieux, sauf que évidemment, à l'épreuve du réel, c'est toujours compliqué. Donc la RISPEM, ça pourrait être une utopie qui est en train de se casser la gueule comme n'importe quelle utopie confrontée au réel. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une question un peu récurrente dans ma tête, finalement, des questions auxquelles j'essaye de répondre en écrivant des livres. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Et à quel moment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui ne soit pas du totalitarisme tout en étant du mieux? Et comment on pourrait y arriver? De qui est-ce que ça viendrait, effectivement? Voilà, donc du coup, je ne sais pas si j'apporte vraiment un message ou plutôt si je me pose à moi-même des questions qui sont plus ou moins répondues dans le livre. Le fait de se poser une question, c'est envoyer un message, en fait. C'est quand on se pose une question en écrivant, on la pose aussi au lecteur, donc on le force à se confronter à sa même interrogation. Et du coup, pour toi, c'est quoi l'avenir en tant qu'autrice? Parce que donc, tu as bouclé la trilogie de la RISPEM, tu as sorti un roman jeunesse. Est-ce que tu as d'autres projets à l'heure actuelle? Est-ce que tu as des choses qui vont sortir? Puisque, est-ce que ce sera de la jeunesse? Est-ce que ce sera de l'imaginaire? Alors oui, j'ai d'autres projets qui sont plutôt effectivement dans le domaine de l'imaginaire et toujours ado de tous âges, j'ai envie de dire, puisque 7 à 77 ans. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien les romans un peu à strates qu'on peut lire à 15 ans en y voyant de l'aventure, du mystère, du suspense, et puis relire à 30 ans en y voyant justement de la politique, de la littérature, des clins d'œil à de la culture qu'on n'aurait pas forcément plus jeune. Et donc c'est rigolo justement cette question de la société, puisque un de ceux sur lesquels je suis en train de travailler, il y a encore des questions de ville et il y a encore des questions de comment on vit dans d'autres types de villes et comment on peut faire pour vivre encore mieux voilà. Donc en fait, j'ai l'impression que ça me travaille un peu cette question. C'est marrant parce que c'est quelque chose, il y a des choses comme ça qu'on prémédite pas, mais qui reviennent tout le temps, une sorte de serpent de mer personnel. Tu es donc officiellement une auteure. Une autrice, d'ailleurs. J'en ai bien peur, ouais. Parce que du coup, tu as des thématiques qui reviennent et que tu travailles, tu t'en rends même pas compte. Et sans même me rendre compte. Et toi, Estelle? Déjà, là, très récemment, donc j'ai sorti un roman jeunesse à 4 mains. Jeunesse, mais qu'après, qui peut être lu pareil jusqu'à quand vous voulez. Et donc, c'est Hollywood Monsters dont je parlais tout à l'heure. Et là, en fait, on est à Hollywood dans les années 30, sur les tournages des premiers grands films de monstres. Donc, on est encore en plein dans la crise économique. Mais mine de rien, ça rejoint ce que je disais sur écrire du roman d'horreur pour me remonter le moral. Ce qui marche, ce que le public vient voir au cinéma, ce sont les premiers grands films de monstres, en fait. C'est ça, on s'en est rendu compte qu'il y a un vrai rapport entre les crises économiques et les films de monstres, et la SF et les systèmes totalitaires. Et et donc où on va suivre un duo d'un ado qui est accessoiriste et d'une gamine qui est enfant star, donc a l'air en apparence très hautaine, très froide et tout, sauf que quelque part, la situation des enfants stars à ces années dans les studios, elle est horrible. Grosso modo, elle est la propriété du studio, en fait, quoi. Et elle doit complètement se blinder vis-à-vis de ça. Elle est la propriété du studio, elle est le gagne-pain de sa famille, mais elle n'a pas le droit d'être une môme, en fait. Et oui, parce qu'à l'époque, les contrats étaient particulièrement violents, même pour les adultes. Oui, mais complètement. Et en gros, donc, eux deux, ils vont devoir de fait faire un duo, alors que surtout Malaki, l'accessoiriste au début, lui, il a vraiment des étoiles dans les yeux quand il pense de cinéma et tout. Il vient de la Corn Belt et il a vu des films dehors dans les champs de maïs et ça l'a poussé à aller jusqu'à Hollywood, en fait. Même si sa vie est dure, il est encore en plein dans son rêve. Et ils vont ensemble faire un duo pour sauver le tournage de leur film. Je ne dis pas pourquoi il est en danger, il y a un petit côté thriller un peu fantastique on verra et tout. Ça en le disant. Mais mine de rien aussi, à la fois c'est du thriller fantastique, c'est de l'aventure, c'est une plongée dans le Los Angeles de ces années-là, et aussi il y a les soirées glamour hollywoodiennes et tout. Mais il y a mine de rien la crise économique qui est là. Il y a tous les enjeux du Los Angeles de ces années-là, il y a aussi du racisme, de l'homophobie, c'est un monde hyper dur. Et un film, ça fait vivre des gens. Et ils perdent le film, ils perdent leur toit, ils perdent leur nourriture. Il y a ça aussi comme enjeu derrière. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, on va pas se mentir. Voilà, complètement. Et mine de rien, dans ce que disait Lucie, il y a un truc qui est ce que j'aime en littérature jeunesse, c'est que oui, on peut lire ça comme avant tout un thriller fantastique et c'est cool et il y a du vaudou, mais aussi on peut trouver derrière tous ces enjeux-là. Et ça me parle beaucoup. Et c'est ça que j'adore en littérature ado, c'est que
voilà, il y a ce côté roman d'évasion, roman d'aventure, et en même temps, il y a toutes les questions qu'on pose et tous les enjeux dont on parle. Oui. Et les deux vont On ensemble. peut combiner facilement vulgarisation d'enjeux très intéressants et puis mystère, aventure et puis divertissement, quoi. Vous trouvez vraiment que c'est plus facile dans la jeunesse que dans la lecture, on va dire, adulte, de combiner ce côté aventure, ce qu'on les Américains appellent le sense of wonder, le truc merveilleux avec des vrais enjeux de société. Vous trouvez que c'est plus simple? Parce que c'est en tout cas ce que je comprends quand je vous entends, c'est que vous avez l'air de trouver que c'est plus simple quand il s'agit d'écrire pour les jeunes. Je trouve en tout cas qu'en littérature blanche, c'est moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Je connais pas, j'ai pas beaucoup d'exemples de romans qui arrivent à allier les deux correctement, même si, par exemple, Au revoir là-haut, dont le nom de l'auteur m'échappe, La honte. Alors moi, je connais surtout le film Et ben lui, par exemple, je trouve qu'il y arrive très bien parce qu'à la fois, il prend une période historique, il pose des questions. Voilà, donc cette après Première Guerre mondiale et qu'est-ce qu'on fait des gens qui reviennent, tout ce que la propagande pouvait dire à propos de c'est la gloire de la France, etc. s'écroule complètement devant la réalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces éclopés pour lesquels on n'a pas de sous, etc. Qu'on appelle les gueules cassées. Voilà, quand on a des gueules cassées, on ne sait pas quoi en faire clairement. Et en fait, il nous reste sur les bras et il nous encombre tous ces héros de la nation. Donc il y a ce côté, cette question. Qui historique, politique, hyper intéressante. Mais à côté, c'est raconté avec de l'action, de la légèreté, un humour grinçant, hyper bien fichu. Et là, ça marche bien. Mais j'ai pas l'impression que ça soit vraiment ce qu'on peut trouver le plus facilement en littérature blanche, en fait. J'ai même été surprise d'avoir aimé. En fait, j'avais lu, on m'avait dit, mais si, tu vas voir, c'est bien. J'avais dit, c'est de la littérature blanche, générale, adulte. Et en plus, il a eu un prix, laisse tomber, je vais détester. Et en fait, non, c'était bien. Et toi, ton ressenti là-dessus ? En fait, en tout cas, dans mon expérience et dans celle de beaucoup d'auteurs et surtout d'autrices que je croise, clairement, c'est plus difficile à placer. C'est-à-dire donc à vendre auprès de l'éditeur. Pas tant auprès d'éditeurs, ça maintenant les éditeurs ils ont une ouverture beaucoup plus grande qu'à une époque, mais médiatiquement auprès de certains libraires aussi dans le vrai grand monde réel, quoi. Et vraiment il y a, quand je fais ce genre de littérature en ado, en young adulte, les réactions autour c'est ouais c'est trop cool, donc voilà on en veut 10 palettes. Et ça, c'est vraiment super. Et je veux dire, l'Arpenteuse, avec ce projet-là, Hollywood Monsters, là, qui commence à avoir de vraies bonnes critiques et tout, non seulement les lectrices et les lecteurs, ils comprennent, mais c'est vraiment ça que, quelque part, le milieu, au sens plus large, attend. D'accord. Et quand je fais ça en littérature adulte, et en plus, en ayant le très mauvais goût d'être une femme, mais ça, en littérature adulte, c'est pas mon choix, hein, c'est pas mon plan. Mais... On parlera, un jour on fera une émission où on parlera du ghetto de la young adulte pour les autrices. Après, c'est un monde où on peut faire plein de trucs super cool. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Moi aussi, je fais du young adulte parce que j'aime écrire ça, parce que c'est un monde que j'adore, quoi. Et où on a une liberté pour aborder plein d'enjeux, plein de sujets hyper actuels qui est très, très précieuse. Maintenant, en littérature adulte, il y a le côté, par exemple, on ne prend pas mon côté historique au sérieux. Ou en plus, le roman d'horreur adulte en France, c'est super mal vu, à fortiori écrit par une femme. Donc c'est vraiment difficile à caser pour ça aussi. Donc voilà, il y a plein de préjugés. Il y a plein d'impensés aussi contre lesquels on doit se battre, qui font que la littérature que j'aime écrire et que je veux défendre, elle est pour le coup vraiment plus dure à défendre dans le monde adulte, clairement, qu'en littérature ado, quoi. D'accord. Pour finir, on va faire une question beaucoup plus légère. Comme on est une structure qui vient de la musique, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous écrivez ? Et quel genre de musique vous avez besoin ? Et est-ce qu'elle change selon le genre ? Puisque toi, tu écris dans plein de genres différents et toi, tu commences à explorer plein de genres différents. Est-ce qu'il change selon le genre d'histoire que vous racontez, que vous essayez d'écrire ? Oui, alors j'écris très très souvent en musique ou même en bruitage. J'ai découvert grâce à Internet que des fois on pouvait avoir des ambiances sonores, wagon de train sous la pluie, etc. Ce que je trouve assez sympa. Mais j'aime bien effectivement écrire avec de la musique et ça peut varier selon ce que j'ai envie d'écrire. Quelque chose de plus punchy pour des scènes d'action ou quelque chose de plus planant. Il faut en tout cas que ça soit pas en français, sinon c'est impossible de se concentrer. Et puis de toute façon, j'ai du mal avec la chanson
chansons françaises de toute façon. Et en fait, je sais que je suis vraiment dans l'écriture quand je m'étais mis de la musique et que je l'ai pas remis, que j'ai oublié en fait, et qu'il y a du silence dans mes oreilles depuis une demi-heure et que je continue à écrire. Et là, je sais que c'est bon, j'ai fait un bon boulot parce que ça voulait dire que j'étais suffisamment concentrée pour ne plus justement avoir besoin de ça derrière moi pour être dedans. D'accord. Alors moi, j'écris quasiment qu'en musique. Je me fais des playlists par roman, vraiment. Donc c'est voilà. Après, c'est des playlists qui bougent au fur et à mesure que le roman se fait. Effectivement, comme je pars dans des univers très différents, j'ai des playlists aussi par univers. Et c'est vrai que pour me replonger dans un roman quand je passe d'un autre, voilà, d'avoir la bonne playlist, ça m'aide tout de suite à me mettre dans l'ambiance en fait. Et puis notamment pour Hollywood Monster en plus, donc là c'est mon premier roman à 4 mains et avec mon co-auteur on se faisait des playlists années 30 et tout, c'était trop cool. Voilà, on écrivait vraiment que en musique, et même quand on faisait nos réunions, quand on n'était pas au café et qu'on pouvait mettre la musique qu'on voulait, pareil, on avait toujours la musique années 30 qui tournait sur nos réunions, c'était très cool. D'accord. Et petite anecdote, si j'ai 30 secondes. Oui. Ok. Et en fait, pour Ouijigo, il y a un des groupes que j'écoutais pendant que je l'écrivais, qui est un groupe français qui s'appelle Scald. Ok. Et donc j'écoutais pas mal parce que ça allait bien avec l'ambiance de Ouijigo. Et j'ai amené Ouijigo à Troll et Légendes. Et à Troll et Légendes, il y avait Scald en concert. Et donc j'ai vu Scald en concert dans un festival où j'ai amené Ouijigo. Et ça, c'était une sorte de boucle qui se bouclait aussi. C'était un très très chouette moment. J'aurais cru que c'était du Damon Albarn que t'aurais mis sur Ouijigo. Privé joke, puisque c'est le compositeur de la musique du film Vorace, c'est Damon Albarn, de Gorillaz et de Blur, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà, merci beaucoup pour ce moment. C'était un plaisir de vous recevoir toutes les deux. Ça a été un plaisir d'être présent ici. Merci beaucoup. Ouais. Donc je vous souhaite une bonne fin de festival toutes les deux, en espérant que les ventes se passent bien et tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.